Léonidas, ce prénom qui fait bander tous les fans de 300. Alors, les exploits réels de Léonidas de Sparte et de ses 300 guerriers aux Thermopyles ont donné naissance au mythe de ce super-héros spartiate. L'homme de peu de mots, extrêmement discipliné, au corps d'acier, capable d'endurer n'importe quelle épreuve et de se battre jusqu'à son dernier souffle. De tels hommes ont réellement existé, au premier rang desquels Léonidas, le roi spartiate, qui a défié la puissance de la Perse, sauvant ainsi la Grèce de l'anéantissement. Aujourd'hui, on découvre donc le vrai Léonidas. Léonidas est né vers 540 avant notre ère dans la ville grecque de Sparte. À cette époque, la Grèce se compose de centaines de cités-États dont Athènes et Sparte sont les plus importantes. Le père de Léonidas, Anaxandridas II, était le roi de Sparte. Pour les Grecs, la guerre était l'affirmation suprême du citoyen, c'est ce qui faisait d'un homme un homme et lui donnait le droit de pouvoir faire partie de sa cité. Chaque Grec, dans chaque cité-État, était astreint au service militaire dès l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 45 ans. Pour se préparer à cette vie, les garçons étaient placés dès l'âge de 7 ans dans un camp militaire appelé Agogé. Alors on peut dire aussi Agogé, mais pendant toute la vidéo, je vais partir sur Agogé. Il n'y avait qu'une seule exception à ce service militaire obligatoire. Le premier fils né du roi de chaque cité-État. Son éducation visait à le préparer au pouvoir dont il hériterait à la mort de son père. Léonidas était le troisième fils d'Anaxandridas II. Son demi-frère, Cléomène Ier, était le premier à pouvoir devenir le prochain roi de Sparte. Léonidas a donc passé ses années de formation à apprendre le métier de guerrier spartiate. Entre 7 et 12 ans, Léonidas s'entraîne avec d'autres garçons sous la surveillance d'un gardien appelé Paidonomos. La traduction littérale de ce terme est gardien de garçon. Il s'agissait en fait d'un Spartiate très respecté, issu de la classe sociale la plus élevée. Son autorité lui permettait de punir quiconque se comportait mal, et à cette fin, il était accompagné d'une escouade de jeunes gens brandissant le fouet et prêts à infliger leur punition. Le système étant conçu pour produire des guerriers efficaces, l'accent était mis donc sur un mode de vie rude et turbulent. Les garçons étaient divisés en bandes et choisissaient comme chef le meilleur combattant. Pendant ce temps, le Paidonomos surveillait de près leurs agissements et punissait tous ceux qui sortaient du rang. Les garçons spartiates de l'Agogé n'avaient pas le droit de porter de chaussures aussi. On pensait que les sauts et les courses s'effectuaient plus rapidement pieds nus. Les garçons n'avaient droit qu'à un seul manteau par an. Cette mesure avait pour but de les obliger à s'habituer à des étés étouffants et à des hivers glaciaux en se contentant du peu de couverture dont ils disposaient. La nourriture, pour les garçons, était strictement rationnée, car un homme maigre et affamé se bat bien mieux et bien plus efficacement qu'un homme gras et rassasié. En outre, un guerrier mieux préparé est capable de rester longtemps sans manger. Le vol était également sévèrement puni, sauf s'il s'agissait de voler de la nourriture. En effet, en apprenant à chaparder de la nourriture, les garçons s'entraînaient à la recherche de nourriture, ce qui leur serait nécessaire lors d'une campagne militaire. En plus de leur formation de guerrier, les garçons apprenaient également à lire et à écrire. En fait, les Spartiates ont acquis une réputation d'hommes instruits qui aimaient la musique, la poésie et la danse. L'âge de 12 ans marque un tournant important dans la vie d'un jeune Spartiate. Il est désormais placé dans un groupe d'une douzaine de ses pairs afin de vivre sous la direction d'un homme issu de ses rangs. Il s'agit de l'Érène, ou préfet. Celui qui était choisi était le plus intelligent, le plus apte au combat et le plus rusé. Bien qu'il n'existe aucun document attestant que Léonidas ait été placé dans cette position, il est fort probable qu'en tant que fils du roi, et compte tenu de ses futures prouesses au combat, il ait servi en tant qu'Hérène pendant son adolescence. Les autres garçons devaient lui obéir au doigt et à l'œil. Il devait agir comme ses serviteurs, ramasser du bois de chauffage et aller chercher des légumes grâce à leur talent de voleur. À l'âge de 12 ans également, les garçons spartiates étaient pris sous l'aile d'un éraste ou d'un admirateur afin de bénéficier d'une forme de mentorat. Alors que dans d'autres cités-États grecs, cette relation était de nature sexuelle, ce n'était pas le cas à Sparte. Le désir pour le corps plutôt que pour l'âme d'un garçon était considéré comme le comble de la honte. À l'âge de 18 ans, le jeune Spartiate devient un Mélérein, un titre qui signifie
qu'il est presque un RN. Son entraînement militaire s'intensifie alors qu'il est sur le point d'entrer dans l'armée. Ainsi, dès l'âge de 20 ans, la société spartiate avait transformé Léonidas en une machine de guerre militaire agile et prête à l'emploi, pleine d'assurance, de discipline et d'un instinct de tueur. En bref, il était prêt à laisser sa marque sur le champ de bataille. Léonidas s'était entraîné à devenir un guerrier hoplite, les hoplites étant des experts dans l'utilisation de l'épée courte, en fer, du bouclier rond et de la lance. Ils combattaient en phalange serrée, s'approchant de l'ennemi avec le bouclier au-dessus de la tête pour former une carapace de tortue et se défendre contre les flèches. Alors que Léonidas est sur le point de rentrer dans l'armée, il apprend que son père, le roi, est mort. Son frère hérite du trône, tandis que l'un des frères prend le rôle de chef suprême de la cité-État, et l'autre hérite du rôle qui lui a été dévolu toute sa vie, celui de guerrier spartiate. L'armée spartiate était divisée en classes d'âge, s'étalant sur 10 ans. À l'intérieur de ces divisions, les hommes étaient regroupés en groupes d'une quinzaine d'hommes. C'est avec ces hommes que Léonidas vécut ses 20 ans. C'est également à cette époque que Léonidas épousa la fille de son demi-frère Cléomène Ier. Elle s'appelait Gorgo et était, de la vie générale, une belle femme et politiquement avisée. Quelques années plus tard, ils eurent un fils qu'ils nommèrent Plestarchos. La guerre des Scythes survient. En 490 avant notre ère, les choses ne vont pas bien pour le demi-frère aîné de Léonidas. Au cours des 3 dernières années, les cités-États grecques ont succombé, les unes après les autres, à l'invasion perse. La capitulation de ces puissances indigne le fier roi spartiate et en 491, il tente de renverser un roi voisin sur le point de céder aux Perses. Mais lorsque les plans de leur roi pour évincer un autre roi dûment nommé sont révélés, le peuple de Sparte n'est pas content et Cléomène est contraint de fuir la ville. Il entreprend alors de rassembler une armée redoutable dans les territoires environnants. Sagement, les Spartiates l'autorisent à revenir, mais croyant que leur roi est devenu fou, ils le font enchaîner. Il semble que cet ordre ait été exécuté sur les instructions de Léonidas. Cléomène fut placé sous la garde de la classe des esclaves ilotes. Le roi emprisonné réussit à persuader l'un de ses geôliers de lui prêter sa dague, et avec celle-ci, il aurait commis une effroyable sorte d'harakiri se découpant en morceaux à partir des pieds. Lorsque Cléomène monta sur le trône 30 ans plus tôt, son demi-frère, Dorius, plus âgé que Léonidas, fut furieux que le trône lui échappe. Jugeant impossible de rester à Sparte, il tente d'établir une colonie en Afrique. Cette tentative ayant échoué, il se rendit en Sicile où il trouva une mort prématurée. C'est ainsi qu'à la mort de Cléomène, en 490, Léonidas devient le successeur au trône. Pour ce qui est de la guerre du trône, donc en fait, dès son accession au trône, Léonidas est plongé dans le feu du conflit. Depuis des années, les Perses menacent la Grèce et la situation est désormais critique. Il fallait agir rapidement et Léonidas s'avéra être l'homme de la situation. L'objectif des Perses était la soumission absolue de la Grèce. Il régnait déjà sur un certain nombre de villes grecques situées sur les côtes asiatiques, et la persistance d'autres cités-États grecques était un phare pour celles qui avaient déjà été englouties par les Perses et les faisait rêver d'indépendance. Le roi perse, Xerxès, ne pouvait tout simplement pas accepter cette situation. Pour écraser toute résistance grecque, Xerxès avait rassemblé une force massive, composée de 1207 navires de guerre et pas moins de 1,7 million de guerriers. En revanche, les Grecs étaient très désunis. Sur plus de 100 cités-États, seules 31 ont accepté de se battre contre les Perses. Les rois de ces 31 cités-États se sont réunis et ont prêté serment de combattre les Perses et de punir toute ville qui passerait du côté perse. Cependant, les États clés de Thessalie et de Béotie soutenant la Perse, il n'y a pas eu de résistance active aux envahisseurs jusqu'à la ville d'Athènes. Les Spartiates avaient pris la tête de la résistance. La ville était reconnue comme étant en position de prééminence morale, politique et surtout militaire dans toute la Grèce. Sous la direction de Léonidas, les Spartiates sont absolument déterminés à se battre pour vaincre ou mourir. L'alliance avec d'autres cités-États résistantes permet à Léonidas de mettre environ 60 000 hommes sur le terrain, mais le roi Xerxès de Perse pensait que son écrasante supériorité numérique lui garantirait la victoire. Sa stratégie consistait à relier étroitement sa flotte et son infanterie
L'infanterie marchait donc le long du rivage et les Perses creusèrent même un canal à travers le mont Athos pour permettre aux navires de rester à proximité lorsque l'armée pénétrait à l'intérieur des terres. Le 18 août 480, Xerxès envahit la Macédoine et la Thessalie. Son armée est arrivée à l'endroit appelé Thermopyle, un passage étroit entre la Thessalie et l'océan. Léonidas savait qu'il ne pourrait jamais vaincre toute l'armée perse, mais il pensait que s'il parvenait à infliger un coup dévastateur d'une telle ampleur, qu'il décimerait une partie de cette armée. Les dommages psychologiques seraient donc tels que les Perses se retireraient potentiellement. Mais tout le monde n'était pas convaincu de l'efficacité de cette stratégie. L'oracle d'Apollon à Delphes a sapé la stratégie de Léonidas. Cette personne était en fait considérée comme ayant une ligne directe avec les dieux de la Grèce. Lorsque les Spartiates s'adressèrent à l'oracle pour lui demander si elle devait résister aux Perses, ils reçurent la réponse suivante: soit le roi de Sparte doit mourir, soit les Spartiates eux-mêmes doivent être conquis, car rien ne peut résister à la puissance du roi perse. Chaque cité-État qui s'est approché de l'oracle a reçu la même prémonition. Léonidas ne se laisse pas décourager pour autant. Lui et tous les guerriers spartiates qui l'accompagnaient donneraient leur dernier souffle pour empêcher les Perses d'entrer dans leur cité-État bien-aimée. Léonidas ne voulait pas affronter l'écrasante force perse en rase campagne. Il avait l'intention de se retirer à l'endroit où la péninsule du Péloponnèse rejoint les terres de l'Attique. Il s'agit en fait d'une bande de terre très étroite, longue d'1,5 km, et c'est là qu'il a décidé de faire construire à ses hommes un mur de défense, derrière lesquels il combattrait l'armée de Xerxès. Le problème de ce plan, c'est qu'il laissait Athènes sans aucune protection, et en dépit de son bon sens, Léonidas accepte d'emmener une petite troupe jusqu'au Thermopyles et d'engager le combat avec les Perses à l'endroit le plus étroit du défilé. Le grand avantage des Perses, l'utilisation de la cavalerie, serait négligeable. Donc la bataille des Thermopyles, c'est le moment où Léonidas décida que 300 guerriers spartiates seraient sélectionnés pour la défense des Thermopyles et qu'ils seraient dirigés par lui-même. La question qui se pose donc est la suivante. Pourquoi n'avoir choisi que 300 guerriers? Pourquoi ces 300 guerriers en particulier? Tout d'abord parce que 300 c'était un nombre raisonnable pour une force d'intervention d'élite. Et deuxièmement, le chiffre 300 avait une forte connotation symbolique et pratique à Sparte, puisqu'il s'agissait en fait du nombre fixe de gardes du corps royaux. Les gardes du corps étaient connus sous le nom de cavaliers, même s'il servait en fait de fantassin au centre d'une phalange d'hoplites, où le roi commandant était posté. Les 300 cavaliers ont été sélectionnés à l'issue d'une compétition intense. Ils ont été choisis parmi les hommes des 10 plus jeunes classes de citoyens adultes, âgés de 20 à 29 ans. La sélection des 300 cavaliers de l'avant-garde de Léonidas au Thermopyles devait toutefois tenir compte d'un critère supplémentaire essentiel. En plus d'être exceptionnellement courageux, habile et patriote, chacun des élus devrait avoir un fils vivant. Ainsi, un fils sera en mesure de perpétuer le nom de son père. Ses héritiers constitueraient alors une élite au sein de l'élite, débordant de fierté à l'idée d'imiter les exploits de leur défunt père. Outre les 300 Spartiates, Léonidas emmène environ 4000 Péloponnésiens et un millier d'Ilotes non combattants. Il est clair que les 300 des Thermopyles devaient être en fait une équipe suicide. Le col des Thermopyles est précédé d'une plaine où sont campés les Perses. Le passage à travers les montagnes jusqu'à la mer n'était large que d'1 mètre par endroit. À l'endroit où le col s'élargissait à 15 mètres, les Spartiates entreprirent de réparer un mur existant et d'en faire un lieu beaucoup plus défendable. Après l'arrivée des vastes forces perses de Xerxès à l'extrémité ouest de la passe, un délai de 3 ou 4 jours s'était écoulé avant qu'il ne lance son assaut. Pendant cette pause, Xerxès aurait envoyé un message à Léonidas. Il lui a demandé de lui remettre ses armes. Le roi spartiate lui répondit en 2 mots: Molon labe, ce qui signifie en substance: t'as qu'à venir les chercher toi-même. C'est également au cours de cette accalmie avant la tempête que la reconnaissance avancée des Perses rapporte à Xerxès le comportement étrange qu'elle a observé chez les Spartiates. Au lieu de s'inquiéter de l'attaque à venir, les guerriers grecs semblaient extrêmement à l'aise.
Ils se baignaient, se tressaient les cheveux, dansaient. Les Perses interprétaient ça comme des signes de folie induite par la peur, jusqu'à ce qu'un traître grec parmi eux informe le roi que les Spartiates n'étaient pas fous. En fait, ce que les espions perses avaient vu, c'était les actions de fiers héros se préparant à leur dernier combat, à la vie, à la mort. Le roi perse envoie d'abord les Mèdes, une force d'environ 2000 hommes. Ces forces ne font pas le poids face aux Spartiates. Ils ne portaient ni casque ni grêle et leurs boucliers étaient faits d'osier, mais dans l'espace restreint du défilé, ils ne peuvent tirer parti de leur supériorité numérique. Lorsque les Mèdes lancent une grêle de flèches sur les défenseurs, les Spartiates à l'unisson lèvent leurs boucliers pour former un toit défensif au-dessus de leur tête. Les Mèdes et les troupes qui les suivaient ont fait de leur mieux sous l'œil critique de leur roi. Mais ça n'a pas suffi et ils ont subi de lourdes pertes. En fait, les pertes furent si importantes à 3 reprises que Xerxès se serait levé avec horreur de son trône, spécialement construit, consterné par le carnage et le massacre de certains de ses meilleurs hommes. Derrière la protection de la muraille rénovée, les hommes de Léonidas résistent en se relayant. Cette tactique intelligente permet de maximiser l'efficacité de leurs ressources et de leurs énergies limitées. Léonidas réussit également à organiser une série de retraites feintes, suivie d'une volte-face soudaine, puis d'un assaut meurtrier sur les poursuivants trop confiants et déformés. Finalement, vers la fin du jour, Xerxès estima qu'il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer sa garde royale d'élite, les 10 000 immortels sous le commandant d'Hydarnès II. Mais une fois de plus, l'attaque n'aboutit à rien et se fait au prix de lourdes pertes. Le sang versé dans les 3 cols de la montagne était impressionnant. Les piles de cadavres en décomposition rapide s'amoncellent, les mouches pullulent et la puanteur est palpable. La bataille fait rage un deuxième jour et Xerxès ne parvient toujours pas à faire une percée. À ce stade, quelques 20 000 Perses sont tombés face à la résistance grecque et l'effet démoralisant sur le reste de l'armée est révélateur. Donc pourquoi ne pouvaient-ils pas faire demi-tour, ces quelques simples rebelles? Eh bien la rébellion arrive alors que la frustration est à son comble. Xerxès reçoit enfin son coup de grâce, non pas grâce à sa supériorité militaire, mais par l'intermédiaire d'un traître. Xerxès fut approché par un traître grec du nom d'Éphialtès, qui connaissait très bien les chemins traversant la chaîne des montagnes. Donc il informe le roi de l'existence d'un autre chemin à travers la montagne qui permettrait aux Perses de contourner la position défensive grecque. Éphialtès propose d'escorter de nuit jusqu'à 10 000 soldats perses par ce chemin et de tourner le flanc des Spartiates. Les Spartiates connaissaient l'existence de cette route alternative, mais ils ignoraient que Xerxès la connaissait maintenant. Xerxès confie cette mission spéciale aux membres de la garde royale des Immortels, et sous la conduite d'Éphialtès, ils se mettent en route en silence à la tombée de la nuit, aidés par le clair de la pleine lune. Après une ascension héroïque à travers la chaîne de montagnes d'Anopaea, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, ils repoussent et contournent facilement les 1000 gardes phéaniciens postés par Léonidas. Ces troupes étaient mal préparées et ont été prises par surprise. On a longtemps reproché à Léonidas de ne pas avoir posté un renfort plus important sur le chemin d'Anopaea, mais au matin du 3e jour de conflit, les Perses ont débordé les Grecs. Léonidas s'était alors pris en tenaille à la fois par l'arrière et l'avant. C'est alors que Léonidas, conscient du caractère désespéré de la situation, rassemble ses forces et ordonne à toutes ses troupes, à l'exception des Spartiates, de s'enfuir. Leur cité aurait besoin d'eux pour combattre un autre jour, mais les Spartiates devaient tenir leur dernier combat aux Thermopyles. Tous s'enfuirent, à l'exception d'un groupe d'environ 400 soldats de Thèbes. Lorsque le roi leur demanda pourquoi ils n'étaient pas partis, ils répondirent qu'ils étaient restés parce que les Spartiates étaient restés. Ils allaient mourir avec eux. Les Grecs ont tenu leur dernière position, principalement à l'extérieur du mur de la porte centrale. Léonidas se montra en vrai Spartiate avec Hadès, autrement dit la mort. En fait, les Spartiates ont vendu leur âme à un prix élevé. Au début de la 3e journée, les pertes perses sont encore plus lourdes que celles des 2 jours précédents. Les Grecs, bien qu'épuisés, repoussent les Perses à plusieurs reprises. Puis, inévitablement, les 10 000 hommes de la garde royale immortelle perse surgissent de l'arrière. Léonidas se battit et mourut comme un homme possédé.
Lorsque son épée se brisa, après un coup mortel de trop, il utilisa ses mains et sa bouche pour blesser l'ennemi. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues aujourd'hui, mais on sait que dès qu'il est tombé, les Perses se sont emparés de son corps et ont essayé de le traîner au loin. Voyant ça, les Spartiates ont sauté sur leur roi et ont tenté de le ramener. Le corps de Léonidas fut ainsi traîné 4 fois avant que le reste des défenseurs spartiates ne s'en empare et ne forme qu'un cercle défensif autour de lui. Dans cette position, avec leurs lances et leurs lances brisées, leur corps meurtri et ensanglanté, et leur roi mort au milieu d'eux, les Spartiates se contentèrent de jeter des pierres sur les Perses qui les entouraient à présent. Finalement, une grêle massive de flèches fut lancée et les derniers Spartiates furent abattus. Le meilleur témoignage de l'efficacité de la défense héroïque de Léonidas contre les Perses est peut-être le traitement réservé à son cadavre par Xerxès. Le roi spartiate fut décapité et son corps crucifié. Xerxès a ensuite tenté de dissimuler le nombre réel de pertes subies par ses hommes, mais la grande défense des Spartiates ne pouvait plus être cachée à l'histoire. La mort de Léonidas et de ses compagnons spartiates a grandement amélioré le moral des Grecs, et la période vitale pendant laquelle les Spartiates ont bloqué l'avancée des Perses a donné le temps à la flotte grecque athénienne de faire des ravages dans la marine perse, ce qui a finalement conduit à la défaite des Perses. En donnant sa vie aux Thermopyles, Léonidas est donc devenu le sauveur de la flotte perse, et de tout un peuple, ainsi que d'héritiers qui auraient soif de perpétuer leur histoire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vie.